Bonjour à tous, merci d'assister à la deuxième partie de cette matinale d'info sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, notre invité politique en direct sur ce plateau, c'est Édouard Dorian-Sipel. Bonjour, vous êtes le secrétaire national du Parti Socialiste chargé des relations avec le Parlement. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour Cyril. Merci Bonjour d'être madame. là. Et Bonjour. Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien de Ouest France, le premier journal francophone du monde et le premier quotidien régional français. Merci. Bonjour. Stéphane d'être là également. Le Midi Libre titre SNCF menace sur nos petites lignes. Édouard Philippe a débuté hier les consultations sur la réforme ferroviaire. Édouard Dorian-Sipel, suite au rapport Spinetta dévoilé la semaine dernière. La réforme du ferroviaire est devenue inéluctable. Vous allez vous y opposer ou pas ? J'attends de voir ce qui est sur la table. Et quand je lis le rapport Spinetta, je suis très inquiet parce que ça donne le sentiment qu'on est dans une gestion comptable et qu'on n'est pas dans une vision de la mobilité ferroviaire sur nos territoires. Qu'il y ait des visions sur la question financière, sur la question des comptes de la SNCF, c'est très important. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réforme un grand service public des transports ferroviaires. J'attends de voir maintenant comment vont être sollicités les différents territoires de France. Vous venez de montrer la une de Midi Libre. Je partage cette inquiétude. Pourquoi on viendrait frapper les petites lignes uniquement parce qu'elles ne sont pas assez fréquentées ? Il faut des solutions pour relier nos territoires entre eux. Et on ne peut pas simplement gérer la SNCF par des rapports technocratiques. J'attends donc maintenant que le gouvernement donne la parole et organise avec les territoires la vision qui doit être la nôtre, ensemble, de la réforme des chemins de fer et donc de la SNCF. Mais certainement pas par des méthodes technocratiques comptables qui mènent tout simplement à l'échec. Ouest France, Stéphane Vernet. Vous venez d'évoquer les questions d'aménagement du territoire, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres lignes rouges comme ça pour vous qui peuvent donner lieu à des tensions très fortes ? Je pense par exemple au statut des cheminots, au statut de la SNCF, toute la question de la privatisation éventuelle du service. Sur quoi est-ce que vous pensez que les choses vont achoper ? Je n'ai pas beaucoup de tabous à partir du moment où on a une vision d'ensemble, d'avenir cohérente et qui tienne la route. Je suis attaché en tout cas au service public pour la SNCF, ça c'est fondamental, je crois que ça doit rester un service public si toutefois nous avons une vision quand même d'aménagement du territoire d'ensemble. J'écoutais Guillaume Pépi ce matin avant d'arriver à votre antenne, je l'écoutais à la radio, il disait qu'il assumait pleinement son rôle d'aménageur du territoire en lien avec les pouvoirs publics. Je pense que c'est la bonne attitude à avoir. Sur la question des statuts de cheminots, moi je serai contre aucune réforme si on n'a pas des garanties supplémentaires pour ces personnels. On peut changer les choses. Il y a sans doute des réformes à faire. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est une vision du 21e siècle pour une SNCF dans un cadre nouveau. Pensons les mobilités d'avenir et arrêtons de flinguer ce qui est un atout majeur construit depuis le Conseil national de la résistance. Pourquoi pas ? Mais pas de n'importe quelle manière, pas pour affaiblir ceux qui sont aujourd'hui en place, pas pour fragiliser ceux qui viendraient demain. Je veux de la clarté et qu'on soit digne aussi des critères qui sont ceux de la fonction publique. Est-ce que vous pensez que cette réforme-ci est de nature à mettre les gens dans la rue et est-ce que ça peut être le moment où la contestation sociale se cristallise, se relance en France autour de la SNCF ? Je crois surtout que ce type d'annonce, de rapport et de volonté de réforme par la logique comptable produit d'abord de l'angoisse chez les Français. Et ce n'est pas parce que demain, il n'y aura pas beaucoup de monde dans la rue que ça ne provoque pas ce que j'appelle des douleurs contemporaines. Les gens ont le sentiment en France que l'accès aux services publics, que l'accès à la mobilité diminue, que ce sera plus difficile pour eux demain de se déplacer entre les différents territoires. On a vu qu'il n'y a pas que le TGV dans la vie. Moi qui suis l'élu d'un territoire de la grande couronne parisienne, je sais ce que pèsent les lignes du quotidien intra-régional. Je sais aussi comment c'est important, les transports interrégionaux et les TER également. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une France qui peut devenir demain à deux vitesses, alors qu'aujourd'hui, déjà, il y a des fragilités entre les territoires. Je veux qu'on mette les territoires de la République à égalité. Ça suppose qu'on ne règle pas cette question de la SNCF par des rapports technocratiques, uniquement comptables, pour faire des économies pour des économies. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité ? On ajuste avec les territoires qui savent ce dont ils ont besoin, qu'on fasse les choses aussi en co-construction avec les usagers de la SNCF et les citoyens. Et là, on trouvera de bonnes solutions à la hauteur d'un pays comme la France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des gouvernements précédents, donc le gouvernement socialiste, Édouard Dorian-Sipel, dans le fait que les investissements aient été mis sur les grandes lignes, les lignes TGV, et non sur ces petites lignes ? Ça fait 30 ans que ça dure.
Ça fait 30 ans que ça dure. Nous avons fait des efforts supplémentaires, au contraire, pendant le quinquennat précédent. Et Olivier Faure, dont on parlera sans doute tout à l'heure, qui avait présidé justement une commission en ce sens à l'Assemblée nationale, rappelle systématiquement que des efforts ont été faits pour les lignes du quotidien, les lignes régionales, et pas simplement pour miser sur le TGV. Vous avez raison, il y a une logique de fond depuis 30 ans qui aujourd'hui n'est plus tenable, sans quoi on ne pourra pas faire les travaux et les réformes nécessaires sur le rail du quotidien pour améliorer la mobilité des Français. Alors, autre réforme engagée, la réforme de la fonction publique. Il y a notamment au menu de cette réforme un plan de départ volontaire pour les fonctionnaires qui le souhaiteraient. Est-ce que, à votre avis, il était temps également de moderniser la fonction publique et est-ce que le gouvernement s'y prend correctement? Je n'ai pas le sentiment, parce que vous parlez encore d'une sorte de logique comptable. On veut faire partir les gens, mais quelle est la vision de la fonction publique demain? Quel pouvoir public on construit au XXIe siècle? On est au moment de la révolution de l'intelligence artificielle, du big data, du numérique bien sûr dans un sens large, et on n'essaye pas de penser, de moderniser pour de vrai cette administration publique, ces pouvoirs publics, cette fonction publique. Je pense qu'on a plein d'atouts devant nous pour améliorer les choses, sortir effectivement d'un certain nombre de fonctionnements bureaucratiques, d'une fonction publique, d'un pays industrialisé avec à l'ère quand il n'y avait pas encore Internet, quoi. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut sans doute faire des réformes, mais pas des réformes qui diminuent la fonction publique, qu'on pense la fonction publique de demain, et c'est certainement pas, encore une fois, avec la logique comptable, avec le gouvernement des chiffres, que nous allons y arriver. Je demande au gouvernement de revenir à l'esprit du gouvernement des hommes et non pas à ceux du gouvernement des chiffres. Est-ce que la fonction publique de demain, c'est aussi une rémunération au mérite pour les fonctionnaires? Gérald Darmanin a redit hier qu'il y était favorable. Je ne suis pas contre cette idée. Je ne vois pas pourquoi, a priori, on dirait que dans la fonction publique, on ne rétribue pas le mérite ou l'investissement dans le travail. Après, je crois qu'il faut moduler cela avec l'esprit et qui est celui de la fonction publique et des statuts de la fonction publique. Encore une fois, je suis attaché au pouvoir public, je suis attaché à la fonction publique, sinon c'est le règne du privé, sinon c'est le règne de la logique comptable. Et donc oui, repenser la fonction publique, mais pas pour diminuer le service à la population. Je crois encore une fois que le gouvernement ferait une grande erreur d'aller dans ce sens, et on a vraiment le sentiment qu'ils sont d'abord dans la logique comptable pour être dans le respect des 3% et qu'il y aura des dégâts sur le terrain. Ça, je ne serai pas d'accord, et je vous préviens aussi, j'ai l'intuition que dans l'hôpital, en 2018, ça va être très chaud. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas vu la situation actuelle. On va vers de grandes difficultés et de grands conflits si on ne met pas des moyens sur la table. Et la première fonction publique à vraiment souffrir du manque de moyens aujourd'hui, c'est déjà le cas, et je peux vous en parler, y compris à titre personnel, c'est la fonction publique. Et ça, la fonction publique hospitalière. Autre sujet d'actualité, le projet de loi Asile-Immigration. Est-ce que vous avez épluché le rapport remis par Aurélien Taché, le député République En Marche, ancien socialiste, sur les 72 propositions qu'il formule en faveur d'une meilleure intégration des migrants en France? Oui, j'ai vu. De même que je vois ce que fait Gérard Collomb. Il y a beaucoup de fermeté. Il n'y a pas d'humanité. Y compris dans le rapport Taché ? Je pense que le rapport Taché est plus équilibré, mais quand je vois aujourd'hui la pratique du gouvernement en matière d'immigration, en matière de politique vis-à-vis des migrants, c'est la dissuasion migratoire qui vous pose problème? Je pense que, évidemment, je crois qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut contrôler les flux migratoires. Moi, je suis pour la maîtrise des flux migratoires. C'est un problème que nous devons voir avec l'Europe. C'est les frontières extérieures de l'Europe qui sont en jeu. Et là, l'impuissance européenne montre la difficulté historique devant laquelle nous sommes, et certainement pas en perdant notre esprit Mais vous ne voyez pas le rapport Taché comme un signe que le gouvernement infléchit sa ligne de fermeté? Vous savez, j'en ai vu des rapports qui étaient faits pour apaiser des gens. Et à la fin, on voit les dispositions légales réelles être votées contre les rapports qui pouvaient avoir de bonnes intentions. Donc j'attends de voir le réel. Mais quand je vois la pratique de ce gouvernement en matière de contrôle des migrants, de politique des migrants, politique migratoire, de ce qui se fait réellement, je ne suis pas du tout rassuré. Je pense qu'il est urgent que le gouvernement d'Édouard Philippe retrouve l'esprit humaniste qui est celui de la France. Sinon, je pense qu'ils auront
une blessure morale au cœur de ce gouvernement. Eduardo Riancipel, secrétaire national du Parti socialiste, chargé des relations avec le Parlement, est notre invité ce matin, justement. Vous êtes secrétaire national du PS chargé de ces questions. Une des prochaines grandes réformes d'Emmanuel Macron sera la révision constitutionnelle, comprenant notamment une réforme du Parlement. Quel est votre avis, vous, sur cette réforme, secrétaire national du Parti socialiste chargé des relations avec le Parlement? Je pense que la réforme du Parlement est très importante et que la réforme constitutionnelle est importante. Je suis favorable et nous sommes favorables à ce qu'on améliore les institutions de la France et qu'on réforme la Constitution dans le bon sens. De quoi a-t-on besoin? D'un renforcement des droits du Parlement. On a besoin de rééquilibrer les pouvoirs au sein de la Ve République entre l'exécutif qui est très très fort et le Parlement qui n'est pas assez fort et le judiciaire qui n'est pas suffisamment indépendant. Donc je crois que s'il y a une réforme aujourd'hui dans l'esprit, elle doit aller dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, pour avoir plus de pouvoir de contrôle par rapport à l'exécutif et aussi pour pouvoir garantir davantage l'indépendance de la justice dont on voit souvent qu'elle peut être bafouée. Enfin, je crois que nous verrons dans le détail si la réforme se réduit uniquement à la réduction du nombre de parlementaires, pourquoi pas, je n'ai pas de tabou sur le sujet, mais attention à une réforme qui ne serait qu'à travers des filets démagogiques pour faire de l'anti-parlementarisme. S'il y a une réforme constitutionnelle, saisissons l'occasion de réformer en profondeur pour donner un peu de fraîcheur à la Ve République, dont on a bien vu l'année passée que nos institutions sont un peu un peu lourdes. Je tiens à la Ve République parce qu'elle a montré de la stabilité et de la force pour le pouvoir exécutif, mais en même temps, aujourd'hui, avec l'accélération de la société, je pense qu'il est important aussi que le pouvoir législatif dispose de plus de capacité de contrôle et de pouvoir tout court. Je crois que c'est l'enjeu fondamental de cette réforme en réalité, et je ne suis pas sûr qu'on soit au rendez-vous au moment où le gouvernement et le président proposeront leur réforme. On va parler de Laurent Wauquiez, Eduardo Riancipel. De nouveaux enregistrements ont été révélés hier dans l'émission Quotidien. Ils visent cette fois Laurent Wauquiez, les syndicats, le MEDEF, mais aussi deux personnalités fortes de son parti, Valérie Pécresse et Alain Juppé. Que pensez-vous de ces propos de Laurent Wauquiez? C'est trash, c'est pas très élégant, c'est peut-être du niveau de M. Wauquiez qui s'est mis sur les traces pour faire du sous-Trump. Voilà, c'est du Trump sous vide, Donc, je pense que c'est une stratégie. Il ne s'est pas fait piéger, pour vous, c'est un calcul politique? Mais vous pensez que ce garçon est assez bête pour ne pas connaître les règles de la vie médiatique et de la vie politique aujourd'hui? Il a fait l'ENA, il a fait Normal Sup, il est patron de parti, il maîtrise la communication politique à merveille avec un cynisme assumé. Je crois qu'il sait ce qu'il fait. Il prend ses responsabilités, mais je crois qu'il ne grandit pas la vie politique. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça vous inquiète sur la ligne suivie par les Républicains? Ça m'inquiète surtout du niveau politique de la droite et de leurs leaders. Et franchement, ils sont au-dessous de tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, est-ce que la droite française, les héritiers en principe du général de Gaulle, est-ce qu'ils méritent de faire du sous-Trump? Franchement, c'est une stratégie médiocre. Quel est l'objectif? Quel est son intérêt réel? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il cherche à faire précisément en ayant ce type de propos? C'est très simple, il cherche à draguer l'électorat perdu qui s'est fourvoyé dans le Front National et qui attend ce type de discours. Il parle à un électorat très précis, avec des gens qui sont des grands professionnels. Par exemple. C'est un héritier, c'est un disciple de Patrick Buisson. Qu'à mon avis, il a toujours continué de suivre le modèle et les méthodes. Donc il fait du Patrick Buisson. Donc il va chercher à la droite de la droite l'électorat qu'il peut récupérer chez le Front National, parce qu'il comprend bien qu'une partie de l'électeur de droite modéré et libéral est perdue pour lui, puisque Emmanuel Macron l'a récupéré, qu'Alain Juppé est avec Macron, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas. Cet électorat-là a été préempté par Emmanuel Macron, donc ce qui lui reste, c'est une réserve à l'extrême droite. C'est dommage, parce que c'est le signe surtout d'une absence totale de courage politique, parce que s'il avait du courage politique, il serait à la reconquête de son électorat perdu auprès de Macron. À propos de reconquête d'électorat perdu auprès de Macron, comment ça se passe à gauche, au niveau du PS? Très difficilement, mais avec quand même de l'envie et de l'enthousiasme. Nous avons un congrès. Je soutiens Olivier Faure. Et je crois qu'il est l'homme de la situation pour rassembler les socialistes. Il a commencé à le faire, à le démontrer. Congrès de la dernière chance ou pas? Le congrès, oui, il y a un peu de ça, mais je pense qu'il faut qu'on garde de la patience. C'est-à-dire que tout ne va pas se jouer à ce congrès, ça va se jouer après le congrès, dans notre capacité à créer du lien et à vouloir tout simplement nous redresser. Mais vous parlez de l'après-congrès, est-ce que vous craignez une vague de départ après ce congrès? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de risque. Je crois que tous les risques sont permis.
Mais si on réussit le congrès, je pense qu'on donnera envie aux Français de travailler. Qu'est-ce qu'il propose, Olivier Faure, et pourquoi je le soutiens? Olivier Faure est un homme de dépassement des clivages passés, des querelles socialistes passées. Donc il rassemble aujourd'hui largement des gens qui viennent de chez Martine Aubry, de François Hollande, moi-même je viens de Vincent Peillon, enfin bon bref, chacun a son parcours, et aujourd'hui nous dépassons tout ça pour nous réconcilier. Et il veut mettre surtout le parti au travail. Il a un projet, le projet c'est de mettre en place des chantiers de la Renaissance. Ces chantiers de la Renaissance vont traiter toutes les grandes questions qui doivent nous occuper aujourd'hui pour le quotidien des Français comme pour l'avenir de la France. C'est l'Europe, bien sûr. C'est d'abord un bilan lucide et en vérité du quinquennat. Ce sera le premier chantier. On débattra de ça entre nous. Ensuite, ce seront les chantiers de l'Europe, les chantiers de la mutation du travail, les nouvelles inégalités, quelles fonctions publiques. Les socialistes vont se remettre au travail pour trouver des solutions nouvelles et remettre le parti en dynamique. Je crois qu'Olivier Faure est l'homme de la situation pour donner cet élan nouveau. Oriane Mancini, une question sur vous, Édouard Dorian-Sipel. Dernière question. Est-ce que vous avez été radié jeudi soir de la Fédération socialiste de Seine-et-Marne? Et si oui, pourquoi? Non, c'est une fake news qui a été démentie pas plus tard qu'hier soir par le président du Bureau fédéral des adhésions, André Youst. Voilà, je regrette que des confrères de votre presse relaient des fake news et que certains veulent manipuler les gens avec de fausses informations. Voilà. Donc c'est totalement faux. Aucune radiation, ni vous ni Juliette Méadel? Non, il y a des instances pour ça. C'est pas le Bureau fédéral des adhésions, c'est la commission des conflits. Que ceux qui veulent y aller, y aillent. Il y a des critères très précis pour être radié du Parti socialiste. Et je regrette un peu de lenteur de la part de la direction collégiale du Parti socialiste de 77 qui a mis un peu de temps à démentir. Mais voilà, c'est démenti. C'est dommage que les fake news, vous voyez, on est dans l'ère de Trump, donc ça continue. Y compris dans une presse qui normalement devrait être sérieuse. Secrétaire national du Parti socialiste chargé des relations avec le Parlement était notre invité, et je signale une tribune dans Le Point, exception culturelle, la création au cœur de la société moderne. Vous dites notamment il faut rapprocher l'art et l'industrie et croire en la transgression artistique au choc des cultures. Voilà, sur lepoint.fr. Merci, on passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, Édouard Dorian-Sipel, secrétaire national chargé des relations avec le Parlement, quitte ce plateau. C'était notre invité politique ce matin. Et font leurs entrées Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Bonjour Denis. Cyril, bonjour Yves, bonjour à tous. Et bonjour Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour à tous. Voilà, qui vont débriefer l'actualité et les propos d'Édouard Dorian-Sipel, secrétaire national du Parti socialiste ce matin. On démarre avec, si vous le voulez bien, la réforme ferroviaire, l'aménagement du territoire. C'est la seule attitude à avoir, faire cet aménagement du territoire, revenir sur le statut des cheminots. Pourquoi pas, a dit le secrétaire national du Parti socialiste. Il faut d'abord examiner la situation de la SNCF. Il a dit aussi qu'il ne faut pas faire des réformes comptables. Quand même, 46 milliards de dettes cumulées à la fin de l'année 2017, une dette qui augmente de 2,5 milliards tous les ans. Des lignes TGV qui coûtent 30% plus cher pour l'usager que dans le reste de l'Europe. Bref, il y a quand même un problème et un dossier SNCF, plus un énorme problème de retraite dont on ne parle pas, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de cheminots à la retraite aujourd'hui que de cheminots actifs qui financent tout ça. Donc le gouvernement, comme tous les gouvernements précédents, est confronté à une affaire considérable qu'on traite plus ou moins depuis les fameuses grèves de décembre 95. Et donc moi je trouve qu'il a le courage d'ouvrir le dossier de manière assez brutale, manière Macron d'ailleurs, parce qu'il essaie de prendre tout le monde de vitesse. Il y a un rapport et tout de suite après on enclenche. Non pas une concertation, une simple consultation. Et en plus, mais je pense que c'est une partie très très importante. Pourquoi ? Parce que la SNCF est le dernier grand bastion de la CGT, même si petit à petit elle y perd du terrain. Et si la CGT perd la partie qu'elle va engager, je pense que ça va être très violent, parce que je pense que pour la CGT, c'est un qui tout double. Yves Tréhard, les quotidiens régionaux ce matin pointent les menaces sur les petites lignes. Il faut comprendre aussi ces territoires qui ont des problématiques, certes dues à des investissements qui n'ont pas été faits, mais c'est des problèmes réels. Non, il n'y a pas que ça. Vous savez, dans le rapport Spinetta, il est indiqué que 2% du trafic des petites lignes coûte 2 milliards d'euros. C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que vous avez 2 milliards d'euros injectés par l'État et les régions à 2% du trafic. Du service public. Oui, mais le service public, il faut qu'il soit performant et il faut qu'il soit rentable aussi. Il ne faut pas que l'argent soit dépensé n'importe comment. Moi, je ne crois pas que, si vous voulez, dans ce rapport, ça soit simplement une question d'argent.
Je pense qu'il y a des problèmes d'argent. Il faut que l'argent soit bien dépensé, parce que c'est l'argent du contribuable. Hein, c'est pas l'argent qui vient de nulle part. Quand on dit c'est le service public, oui, mais le service public, il est payé précisément avec l'argent du public. Et ce service public, il faut qu'il soit de meilleure qualité. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a énormément de petites lignes qui coûtent très très cher. Hier, j'étais avec Guillaume Pépi, qui me racontait que la région centre a rouvert une ligne entre Orléans et Chartres, et que cette ligne, elle transporte 100 voyageurs par semaine. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il faut revoir le dispositif, il faut sans doute adapter à notre époque cette société, et le problème c'est que cette société n'était pas une société, c'était un établissement public qui n'avait aucun compte à rendre, puisque l'État injectait de l'argent. Si on veut être en conformité avec la législation européenne, il faut justement que la société, enfin la SNCF, eh bien, ait son autonomie, ce qui va être le cas avec une société nationale. S'il n'est pas une privatisation, elle va ressembler à ce qu'est France Télécom, si vous voulez, ou à ce qu'est EDF. Non, mais la question de l'irrigation du territoire est en effet quand même une question. Mais ça fait des années qu'on a abandonné l'aménagement du territoire dans ce pays. Il serait temps qu'on réfléchisse globalement, pas simplement sur le schéma ferroviaire, schéma routier, etc. Ça fait 25 ans qu'on ne traite plus de cette question. Ça, c'est le premier point. Et en effet, c'est très important de l'aborder. En prenant les bonnes décisions, naturellement, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est que petit à petit, le ferroviaire s'ouvre à la concurrence européenne. Oui, bien sûr. En 2020, c'est le TGV. Et donc, il faut inscrire la réflexion dans cette ouverture à la concurrence, pour que la SNCF continue, en effet, à vivre. Sinon, elle va te manger par naturellement, c'est un service public, et moi, personnellement, je souhaite que ça dure et que la SNCF ait un avenir prospère. Mais attention à ce qui va se passer. Alors là, à la révision constitutionnelle, on avait le secrétaire national du Parti socialiste en charge des relations avec le Parlement, Édouard Dorian-Sipel. Donc, une des prochaines grandes réformes d'Emmanuel Macron, ça sera cette révision constitutionnelle. Vous avez vu qu'il y est favorable et il a même émis quelques signaux positifs. Pourquoi il serait défavorable? Il faut... Par esprit d'opposition systématique, oui, enfin, à ce que fait Emmanuel Macron. Le Parti socialiste, aujourd'hui, il a bien du mal à exister, il n'a pas d'idées neuves, et beaucoup des idées qui sont portées par Emmanuel Macron, sur le plan des institutions, sont des idées qui étaient portées par le Parti socialiste, notamment l'introduction d'une dose de proportionnelle, notamment la réduction des élus. Du nombre d'élus, de parlementaires, sénateurs et députés. Donc une attitude, j'allais dire, coopérative du Parti socialiste dans cette affaire. L'opposition, elle va plutôt se trouver précisément au Sénat, dans cette réforme institutionnelle. C'est l'opposition de Gérard Larcher, qui est contre la limitation dans le temps du cumul des mandats. Il n'est pas contre la réduction du nombre de parlementaires. Il n'est pas contre la réduction du nombre de parlementaires. Donc c'est là où la bataille va se jouer, si vous voulez. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le Parti socialiste n'est pas en mesure de peser sur cette réforme. La bataille, en fait, c'est de savoir si le président de la République peut obtenir une majorité des 3/5 pour faire passer cette réforme par la voie parlementaire. Sinon, sera posée la question du référendum. Et ça, c'est un jeu toujours dangereux, même si les Français, d'après les sondages, sont favorables à cette réforme. Il faut quand même se rappeler le référendum sur l'Europe en 2005. Les sondages étaient extrêmement favorables. On a vu à l'arrivée, c'est le non qui l'a emporté. Le Parti socialiste, donc Édouard Dorian-Sipel, secrétaire national actuel chargé des relations avec le Parlement, soutient Olivier Faure. Qu'est-ce que vous pensez de cette élection au Parti socialiste, Denis Jeanbart? Est-ce que c'est le congrès de la dernière chance, comme souvent ils le disent eux-mêmes? Vous avez vu, Édouard Dorian-Sipel a convenu de ça. Ça pourrait l'être. Écoutez, il faut toujours faire attention sur les pronostics en politique. Le Parti radical, il a eu beaucoup de dernières chances. Il est toujours là, finalement. Oui, c'est un parti croupion. Oui. Mais enfin, parfois, ça aide, vous voyez, à faire des majorités, etc. à l'Assemblée. Si vous réduisez le Parti socialiste à ce qui est devenu le Parti
Parti socialiste deviendra le Parti radical ou arrivera à reconstituer une forme. C'est quand même tout l'enjeu aujourd'hui politique de ce pays le plus intéressant. Je pense qu'il va se reconstituer des forces d'alternance, laquelle ça sera. Vous évoquiez avec lui tout à l'heure le comportement de Wauquiez. On voit bien, en effet, je crois qu'il fait une analyse juste, c'est votre invité, c'est-à-dire que Wauquiez, il vise en effet l'électorat qui est parti vers le Front National. Il essaie de reconstituer son noyau dur. Et vous verrez cet homme qui montre qu'il a une colonne vertébrale d'une souplesse absolument extraordinaire. Quand il aura réussi ça, s'il l'a réussi, il se retournera vers le centre avec un cynisme absolu. Yves Tréhard sur Laurent Wauquiez. La question, c'est de savoir si la gauche... Yves Tréhard sur Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il dit ce qu'il pense. Je vois pas pourquoi on lui en fait le reproche. Ce qui est gênant, c'est qu'il ne dit pas ce qu'il pense quand il est sur les plateaux de télé, si j'ai bien compris. Bullshit. Oui, mais on peut imaginer qu'il savait que ça allait se retrouver sur le plateau de télé. Non, mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'il dit, finalement, il reconnaît que partout ailleurs, il ment dans ce qu'il raconte, alors que là, il dit la vérité. Écoutez, c'est clair, la stratégie de Laurent Wauquiez... Ça va l'affecter durablement ou pas pour vous? Non, pour moi, c'est absolument pas du tout négatif pour lui, j'ai envie de dire. Il vise un électorat qui est précis. Je pense que certaines Vous voulez dire que c'est calculé? Certaines des choses, mais évidemment que c'est calculé. Certaines des choses qu'il a dites sont des choses qui sont tout à fait acceptables et recevables pour une partie d'un électorat, je dirais un électorat de droite qui pense la même chose que lui. Donc je crois absolument pas, si vous voulez, au faux pas. Je crois absolument pas à la dérive. Et je crois absolument pas au fait qu'il ne savait pas que ça serait publié. C'est cible. Sarkozy éliminait le père. Juppé, Darmanin, tous ceux qui ont rallié Macron, et donc et le tir terrible sur Macron, je suis le seul opposant. Et vous remarquerez, en tout cas peut-être qu'il y aura des révélations qui vont venir encore, pour le moment il n'a pas critiqué Marine Le Pen. Oui, merci Denis Jean-Bart, éditorialiste à Nice Matin, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On va passer au Zap Monde, un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de ce qui s'est passé dans le monde avec notre partenaire TV5 Monde. On regarde ça ensemble. Des excuses au peuple haïtien et la présentation d'un rapport de 11 pages écrit par Oxfam en 2011 après le séisme en Haïti. C'était le but de la rencontre entre l'ONG et les autorités haïtiennes ce lundi à Port-au-Prince, mais Oxfam réfute tout manque de transparence. Oxfam n'a pas tenté d'étouffer ce scandale. C'était public, c'était aux infos en Haïti. Les infos disaient que nous faisions une enquête. Les autorités haïtiennes qui maintiennent leurs critiques sur le silence d'Oxfam s'interrogent aussi sur une éventuelle obstruction à la justice de l'ONG. Les autorités haïtiennes et la justice haïtienne n'ont jamais été informées de ces crimes commis dans les locaux de l'institution. Aslı Erdoğan, c'est l'histoire d'une écrivaine turque, physicienne de formation, accusée par le pouvoir d'un étrange crime, consultante littéraire dans un journal pro-kurde parfaitement légal. 4 mois de prison sans motif, avant d'être relâchée sans explication non plus, pour un procès qui doit reprendre en mars. Et nous n'avons pas été arrêtés pour propagande terroriste. J'ai été arrêtée, et je crois que je suis la première écrivaine au monde dans ce cas, pour destruction de l'unité de l'État. Il est une source d'inspiration pour Justin Trudeau, Mahatma Gandhi, qui a vécu dans cet ashram. Une visite culturelle suivie d'une autre, cette fois dans l'un des plus grands temples hindous du pays. Il se rendra plus tard cette semaine au Temple d'Or des Sikhs, à une mosquée et une église. Le programme de son voyage a été pensé pour ménager les susceptibilités. Surtout dans le contexte où des médias ont insinué qu'on retrouve au Canada des appuis au mouvement qui aspire à la création d'un pays dans le Pendjab indien. Il est à Lomé pour tenter de faciliter le dialogue. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a ouvert les négociations entre pouvoir et opposition. Sans baguette magique, déclare-t-il devant les participants, mais pour remettre au centre des négociations les intérêts du peuple togolais. Autour de la table, une coalition de 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir UNIR, et devant eux, 10 jours pour évoquer les points de blocage de la crise politique actuelle. Voilà, et nous retrouverons Denis Jean-Bart et Yves Tréhard au Salon de l'Agriculture. Ils seront avec nous à partir de lundi. Nous serons en direct dans cette matinale d'infos. Merci de votre fidélité et à demain. Au revoir.